Allez, 19h11, ils sont avec nous comme tous les soirs, nos experts jusqu'à 20h pour refaire l'actualité. On va se concentrer à 100% bien sûr sur la situation proche au Moyen-Orient, le conflit entre Israël et l'Iran, avec la question de savoir si Donald Trump va venir se mêler à cette histoire. Évidemment, vous allez voir qu'il est resté très très flou cet après-midi. On a 3 quarts d'heure pour en débattre avec nos invités. Hélène Kounz est avec nous. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Professeur à l'INSEC Paris, merci d'être avec nous. Fabrice Ravel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également, responsable du pôle géopolitique de l'ESCE spécialisé en stratégie militaire. Wilfried Galland, bonsoir Wilfried. Bonsoir Guillaume. Directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Et puis Stéphane Ekovic, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être avec nous également, professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris. Donc des marchés financiers, on l'a vu à l'instant, qui restent assez sereins finalement au 6e jour des affrontements entre Israël et l'Iran. La grande question étant de savoir si les Américains vont se joindre ou pas à la partie, et si oui, de quelle façon. Écoutez Trump tout à l'heure à la Maison-Blanche qui ne nous en a pas dit plus, c'est le moins que l'on puisse dire précisément. Écoutez. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Je vais peut-être le faire, peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire. Je peux juste vous dire que l'Iran se retrouve bien ennuyé. Ils veulent négocier. Moi, ce que je leur dis, c'est pourquoi vous n'avez pas négocié avec moi avant ces morts et ces destructions. Je leur ai dit, pourquoi vous n'avez pas négocié il y a 2 semaines. C'est vraiment triste de voir ça. Voilà, Trump qui dit aussi qu'il a été encore contacté récemment par les Iraniens, par certains diplomates iraniens, pour reprendre le cours des discussions. C'est ce que dit Trump en tout cas. On voit là que Trump n'a toujours pas choisi son camp. Est-ce qu'il se tourne du côté des faucons républicains qui sont partisans d'une intervention, ou du côté de la branche isolationniste du camp MAGA, Hélène Kounz? Alors, il n'a pas choisi apparemment. Hein. Oui, mais il a tout intérêt à garder sa coalition intacte, le plus intacte possible, parce que là, les MAGA, qu'on pensait qu'ils ne pouvaient pas être séparés sur quelconque sujet, là, ça vole un tout petit peu en éclat. Et pour tout ce qui est éventuellement une intervention militaire, là, il arrive aux limites des ordres exécutifs, vous voyez? Ouais. Il est obligé, il ne peut pas éviter ou bypasser le Congrès, là. Il faut qu'il travaille avec le Congrès pour quelconque action militaire. Et dans quel état d'esprit est le Congrès majoritairement aujourd'hui pour vous? On va voir s'ils sortent de leur silence, parce que vous savez, ils sont quand même avec lui pour cette idée de tendre vers un autre type de régime. Ouais. Donc ils se taisent et ils ne jouent pas leur rôle. Stéphane Ekovic, vous êtes d'accord? Oui, Maintenant, le Congrès doit être associé. Oui, non, pas tout de suite. Oui. Le président, depuis longtemps, depuis 50 ans, d'après le War Powers Act, il a un main libre pendant 90 jours, 92 jours à la limite. Ouais. Donc, il a un main complètement libre pendant 30 jours. Après, il faut notifier le Congrès. Après, le Congrès doit décider si ou non les États-Unis doivent continuer les opérations militaires. Et si le Congrès dit non, le président a 60 jours pour décider de retirer. Mais cet acte n'a jamais été mis en œuvre parce qu'on craint toujours une crise constitutionnelle. On craint que, en mettant cette législation en œuvre, qu'un président, comme le président Trump, ne va pas respecter les règles. Donc voilà, on est là. De toute façon, malgré ces contraintes législatives, c'est une résolution, c'est pas techniquement une législation, mais malgré ces contraintes, Donald Trump montre que de toute façon, il n'hésite pas à aller loin sans un accord, malgré les contraintes législatives. De quel côté va-t-il basculer, Fabrice Ravel? On sent bien quand même qu'il y a des bruits de bottes qui commencent à être perçus. Il y a des mouvements de troupes américains qui se dirigent dans la région. Voilà. Est-ce que vous dites on est allé trop loin du côté américain pour ne pas intervenir d'une certaine façon ce soir? Pour répondre totalement de façon transparente à votre question, c'est vrai que là, il y a quand même un certain nombre de faisceaux d'indices qui sont très concordants. Je vais en citer quelques-uns parmi ceux qui me paraissent les plus importants, si vous le voulez bien. D'abord, il y a une activité logistique autour des B-2 et des B-52 qui sont censés être les seuls avions capables de transporter la fameuse bombe GBU 57 dont on parle beaucoup, puisque c'est la seule qui aurait vocation à pouvoir bombarder de façon efficace le site de Fordo, dont il faut ne pas oublier qu'il est 80 mètres sous terre
Il est protégé par des chapes de béton spécifiques, avec des corridors qui sont à angle de 90 degrés. Donc, il y a que 2 avions au monde, le B-52 et le B-2, qui peuvent faire ça. Donc, c'est des bases de Diego Garcia. Bon, donc déjà, il y a une activité logistique qui est très importante de ce point de vue-là. Il y a un deuxième point qui a été très, très interpellant pour tous les observateurs sur les questions militaires dans la nuit de dimanche à lundi. C'est qu'il y a 30 à 32 avions ravitailleurs qui sont partis de la côte est des États-Unis pour se diriger sur différents pays de l'Europe occidentale. On a des KC-135 et des KC-46 Pegasus, dont la vocation, peut-être pour faire simple, c'est justement qu'ils puissent permettre de ravitailler des longs courriers ou de pouvoir aider même des avions de taille plus modeste, mais pour qu'ils prolongent leur mission. Dans la continuité, excusez du peu, on a des F-22 Raptor et des F-35 qui sont partis des côtes du Royaume-Uni pour renforcer une aviation américaine qui comptait déjà une centaine d'appareils. Et puis surtout, à mon sens, l'aspect le plus interpellant, c'est quand même le fait que le porte-avions Nimitz, qui est l'un des porte-avions les plus puissants de l'US Navy, a quitté la mer de Chine pour arriver dans le Golfe. Ce qui veut dire que d'ailleurs, si on se permet un petit risque, le moment le plus... peut-être le plus tendu, ou le moment où on se rapprochera le plus d'une prise de décision ou d'une action, c'est quand ce porte-avions Nimitz va être à distance opérationnelle. Il a 4 escadrons de F-18 qui sont censés faire de la protection et de l'accompagnement. Donc quand il va véritablement rentrer dans cette zone-là, là on pourra dire que les Américains ont rassemblé tous les éléments qui leur sont indispensables. On va dire que tout ça n'est pas anodin, voilà, c'est un euphémisme, Hélène. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, peut-être il y a une lueur d'espoir qui est Donald Trump a une carte à jouer. Il veut être vu comme l'homme de paix. N'est-ce pas? C'est vraiment ce qu'il avait vendu dans sa campagne. Il a dit, moi, j'aime pas la guerre. Alors, un peu sceptique, on peut imaginer, il n'aime pas la guerre des autres. Et ces guerres à lui, il peut les supporter. Mais peut-être il a à cœur d'avoir le prix Nobel de paix, n'est-ce pas? Donc peut-être il peut nous faire une surprise et faire preuve de retenue. Stevanekovic, vous êtes convaincu, vous? Je crois qu'il rêve Donald Trump. Il commence à faire... Il a été élu sur la promesse de ne pas déclencher, d'être un faiseur de paix et pas un déclencheur de guerre. Bien sûr. Mais à la limite, dans un scénario le plus positif, on peut imaginer que même cet déplacement d'un porte-avions, on dit aux États-Unis, une meilleure façon de brandir la bannière étoilée, c'est de déplacer une flotte, c'est une flottille, un porte-avions. C'est juste plusieurs centaines de tonnes de diplomatie. Donc on peut en effet mettre... si on va menacer, il faut que ça soit crédible. On est d'accord. Et vous venez comme expert militaire de montrer que c'est une menace crédible. Mais déjà, Donald Trump, il dit nous, nous avons déjà pris contrôle de l'espace aérien de l'Iran. Il dit nous. Donc on lui demande qu'est-ce que ça veut dire nous. Il dit ce sont nos armes. On a les meilleures armes du monde. On n'a jamais vu des armes si puissantes. Ce sont des armes formidables. Il n'y a que des Américains qui... Donc voilà, il y a toujours ce côté théâtre politique trumpiste, mais aussi... Voilà. On est comme toujours avec Trump dans la perplexité, une perplexité davantage confuse qu'il y a un éclatement dans son équipe. Justement, vous connaissez le slogan phare de Trump qui est America First. Est-ce qu'intervenir en Iran, ça serait contraire au principe d'America First ou ça serait conforme? Voilà, lui a dit, c'est à moi de l'interpréter comme je veux, America First, voilà, pour créer encore un petit peu la confusion. Donald Trump, son principe en général, c'est toujours de garder ses options ouvertes. Hein. Il ne cherche, il cherche absolument, non mais voilà, il cherche. C'est poussé à son paroxysme. Exactement. Voilà. Et là, et c'est là où le spécialiste de l'économie et des marchés que je suis regarde avec beaucoup d'humilité ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer se passe sur le plan purement politique. C'est-à-dire qu'on voit que l'impact, peut-être à la grande surprise, stupéfaction et tristesse peut-être de certains, l'impact marché, économie de ces bruits de bottes extrêmement importants est très très faible. Est très très faible. Donc on est véritablement dans un jeu de puissance. Alors c'était un petit jeu de puissance. C'est exactement ça. Et on est dans un jeu de puissance politique. Et c'est véritablement ce jeu-là que Trump joue aujourd'hui, sans
aujourd'hui mettre en œuvre, ou en tout cas regarder un quelconque frein économique ou marché ou financier, parce qu'il n'y en a pas. Et donc on est vraiment là sur qu'est-ce qu'il veut, j'entends avec beaucoup d'intérêt tout ce qui vient d'être dit, c'est absolument passionnant. Qu'est-ce qu'il veut laisser comme trace dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il veut être? Il a souvent dit que lui souhaitait montrer que de nouveau la politique avait un impact. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a souvent dit il n'y a pas d'alternative. Tu vas devoir te conformer à la Fed, au marché financier, au taux d'intérêt, au marché obligataire. En fait, lui dit non. Moi, je suis capable de montrer, parce que je suis Donald Trump, que j'imprime ma marque. Voilà, et on va voir quelle marque il va imprimer. Est-ce que Trump a intérêt à voir le régime iranien chuter? On sait par des infos de presse qu'il a dit à Netanyahou non, pas question d'assassiner le guide suprême de la révolution. Est-ce que Trump a intérêt à la chute du régime iranien aujourd'hui? Mais est-ce qu'il n'a pas menacé M. Khomeini en direct depuis quand il était en train de monter sur son avion, quand il a quitté le G7 précipitamment? Il me semble qu'il avait tweeté cela. C'est pour ça aussi, comment dire, la diplomatie par tweet et par X et par interposé, c'est très dommage. Et par humeur, il dit « I'm not in the mood ». Je suis pas dans une humeur de négocier. Au bout de ma patience. Quand même. Alors, je vous ai posé cette question concernant le guide suprême de la révolution, Ali Khamenei, parce que, écoutez ce que disait Emmanuel Macron hier, qui faisait le parallèle avec la situation de 2003 en Irak et l'avenir de Saddam Hussein. Il disait attention de ne pas se retrouver dans une situation semblable. Vous me direz ce que vous en pensez. Écoutez Emmanuel Macron. Non aux actions militaires qui conduiraient à un changement de régime, parce que personne ne sait dire ce qui vient après. Et diable, collectivement, nous n'avons pas vu les conséquences que ça avait dans la région ailleurs. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en 2003 en Irak était une bonne idée? Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye la décennie précédente était une bonne idée? Non. Voilà Emmanuel Macron hier à ce sujet. Je voulais avoir votre avis parce que beaucoup disent qu'il n'y a pas de comparaison possible entre ce qui s'est passé en 2003 en Irak et ce qui se passe en 2025 en Iran. On ne parle pas des mêmes populations, on ne parle pas de la même histoire. Oui, c'est juste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Fabrice Ravel? C'est juste. J'ai envie de dire, pour rebondir de façon un peu satirique, il n'y a pas de comparaison, parce que d'abord, l'Iran, c'est 1 600 000 km², c'est le 18e pays le plus étendu au monde, c'est 90 millions d'habitants, c'est évidemment une culture, une civilisation, millénaire. Donc, la perspective d'être sur un projet de changement de société, pour dire clairement les choses, laisse un peu dubitatif, d'autant plus qu'il n'y a pas eu que l'échec irakien, il y a eu l'échec afghan, et d'un certain point de vue, si on étend les comparaisons avec des nuances, l'expérience du Vietnam, je suis très très étonné que, y compris aux États-Unis, c'est une histoire qu'on remette peu en avant. Mais moi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a un point qui est très important sur les actions militaires. C'est que là, on n'évoque que la dimension aérienne. Or, si on reprend un stratège britannique bien connu, Lee Dellhart, je trouve qu'il y a une phrase qu'il faut vraiment avoir à l'esprit à l'heure actuelle. Cette phrase, c'est « on ne fait pas de prisonnier avec un bombardier qui traverse le ciel ». Et elle a un double sens. Le premier, c'est que d'abord, vous ne remporterez pas la victoire uniquement de façon aérienne. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire militaire. Il faut quand même insister sur ce point. Et le deuxième, c'est que quand vous utilisez uniquement des logiques de bombardement, vous avez des effets collatéraux, d'autant plus qu'il faut quand même avoir la franchise de dire ce soir qu'il y a une dose de non-dit. À quoi est-ce que je suis en train de penser? Si on veut vraiment pousser la population iranienne à la révolte contre donc le régime qui est en place, on est obligé de la pousser à sa dernière extrémité. C'est d'ailleurs le sens des bombardements sur les stations d'essence, sur la logistique, parce qu'on voit bien qu'on veut désespérer la population. Seulement, quand on regarde l'histoire, ça n'a jamais fonctionné, ni quand les Allemands ont bombardé Londres en 1940, ni quand les Alliés ont bombardé les Allemands entre 1943 et 1945, ça a même plutôt durci la résistance, ni quand, pour dire comment les choses, on a pris l'initiative américaine de bombarder le Nord-Vietnam. Donc on est face à des vraies questions, d'autant plus que si vous me permettez de finir par là, on ne peut gagner une guerre que si on a un objectif politique. Et là, je pense que Karl von Clausewitz ne dirait pas le contraire. Donc je pense que là, il y a une vraie question. Stevanekovic. Oui, mais dans le cas actuel, les Israéliens font très très attention. Leurs cibles sont strictement militaires. Ce n'est pas le cas de la Deuxième Guerre mondiale ni du Vietnam. Et ils font du sur-mesure. Bien sûr, c'est très juste. Exactement. Très juste. Aussi, ils font du sur-mesure. Ils ont assassiné sciemment certaines personnalités. Il faut le dire avec précision. Mais vous avez toujours, il y a toujours une part de risque. Plus les munitions, il y a toujours une part
part de risque. Fondamentalement, il faut peser deux risques. Le risque d'un inconnu socio-économique, politique au sein de l'Iran et le risque que ce régime détient une bombe nucléaire. Et en pesant ces deux risques, les Israéliens vont pencher pour le deuxième, malgré ce qui peut passer dans le deuxième scénario. Et la question à savoir est dans quelle mesure les Américains vont suivre les Israéliens dans cette première, d'éliminer ces premiers risques en risquant l'inconnu. Ce que vous dites est très juste, mais ça pose un problème d'ordre technique. Peut-on empêcher un pays qui a la volonté d'avoir l'arme nucléaire, que de durablement ne pas l'avoir? Vous pouvez le ralentir, vous pouvez le freiner, mais c'est une logique qui laisse... Et puis en plus, comment fait-on pour estimer quel est le temps sur lequel on a acquis ce frein? Comment on estime l'efficacité des bombes? Enfin, ça pose beaucoup de questions quand même. On verra peut-être à l'usure au fur et à mesure que les frappes israéliennes vont se poursuivre, a priori quelques semaines. On est parti pour une très longue séquence. On marque une pause, on revient dans 2 minutes. On va parler du détroit d'Ormuz qui focalise toujours l'attention, entre autres, des marchés financiers avec cette grande question. Est-ce que, dans une fuite en avant, les Iraniens pourraient entreprendre ce qu'ils n'ont jamais fait, du reste, depuis des années et des dizaines d'années, c'est-à-dire bloquer le fameux détroit d'Ormuz, par lequel passe, vous savez, 20% du pétrole consommé tous les jours dans le monde? On pose la question dans un instant. À tout de suite.